Bonjour à tous et félicitations. Si vous êtes en vie, un nouveau journal de vlog. Et je démarre comme c'est la coutume par les choses vues récemment. Black Mirror, la saison 7, que j'ai binge-watché, mais alors c'était pas que du plaisir. Black Mirror, j'ai beaucoup aimé les saisons précédentes, avec évidemment, comme pour tout le monde, je pense, des épisodes préférés, tout ça quoi. Mais alors là, un petit peu la douche froide. J'ai beaucoup aimé, pour faire rapidement, hein, le premier épisode des gens ordinaires. Je trouvais ça ultra triste, glauque, mais et en plus assez, enfin, assez horriblement visionnaire. Je vais pas raconter en fait, hein, les épisodes comme pas, mais voilà, juste parler des coups de cœur. Il y en a pas beaucoup sur cette saison. Ensuite, j'ai bien aimé celui, je me souviens plus du titre anglais, mais je me souviens qu'ils l'ont traduit par de simples jouets, ce qui est très con, parce que c'est ça, ça ne décrit pas du tout. Ah oui, si, Playful Things, je crois, c'est le titre américain qui a tout son sens. Et de simples jouets, tu t'attends voir des jouets déjà, bon, ce que tu n'as pas dans l'épisode. Mais celui-là, je l'ai bien aimé, mais je trouve que par rapport au potentiel qu'il avait, ça aurait pu être un truc de dingue. Et bon, finalement, c'est très peu inspiré. Et c'est vraiment un des reproches que je vais avoir sur la plupart des épisodes, à part peut-être le premier donc, c'est que c'est pas inspiré quoi. D'habitude, ça fourmille d'idées, et là, ça sent l'essoufflement, mais de ouf. Et je vais avoir un coup de gueule, voilà, un petit coup de gueule quand même, sur un épisode en particulier que j'ai trouvé mais à chier de dingue. Hôtel Rêverie. Et ce qui est con, c'est qu'en plus le pitch, enfin non, non, le pitch est à chier. Merde, c'est quoi avant le pitch? Genre l'idée de roman de base en fait était pas nulle. Elle rappelle d'ailleurs certains films des années 80, des trucs comme ça, avec voilà, où des personnages se retrouvent piégés dans des films ou dans des temporalités différentes, etc. Ça aurait vraiment pu être cool, mais cet épisode-là, ça a été une corvée. En plus, sincèrement, je regardais et je me disais, c'est tellement too much, c'est-à-dire que c'est pas subtil du tout. Donc c'est évidemment l'épisode à balle, quoi. Auckland, tout ça. Ah, merde, c'est compliqué. Et je l'ai trouvé nauséabond, carrément, cet épisode-là. Donc il est médiocre, hein, c'est-à-dire que, sincèrement, c'est nul. Mais en plus, la démarche est puante de merde. Vivement qu'on arrête en fait de s'imposer des trucs comme ça, parce que je refuse de croire que ce genre d'épisode, par exemple, Hôtel Rêverie a vu le jour, pardon, spontanément tout seul. Non, non, je pense qu'il y a eu une grosse réunion, genre il nous faut l'épisode qui coche toutes les cases. Et là, en plus, l'actrice elle joue hyper mal. Enfin, rien ne va, quoi. Mais vraiment rien. Et c'est le pire épisode, je pense, de toutes les saisons de Black Mirror, pour moi, évidemment. Ensuite, je vais continuer avec une déception de Bondsman. J'ai oublié la trad française, mais bref. Avec Kevin Bacon sur Prime Video, j'étais tellement content de retrouver Kevin Bacon que j'adore, à la tête d'une série, en plus qui avait un peu trash, tout ça. Sachant que je crois il est coproducteur, enfin donc c'est son... Enfin, et, voilà, il ne fait pas que jouer dedans. Et j'ai lancé le premier épisode. Ça coinçait pas mal. Je me suis dit, bon, j'ai regardé le deuxième, ça c'est sûr. Je me demande si je me suis pas fait le 3 aussi. Et là, j'arrête. Là, vraiment, j'arrête. Je n'aime pas du tout, du tout le ton. Enfin, c'est vraiment comédie légère. L'impression de regarder un spin-off de Buffy contre les vampires. C'est moche, en plus, j'ai trouvé. Enfin, les démons sont carrément laids. Les vannes sont pas drôles. Et c'est que ça, voilà. Donc moi je pensais que ce serait un truc un peu méchant quand même à la Rodriguez, quoi. Voilà, la team Tarantino-Rodriguez. Et pas du tout, mais pas du tout, du tout, du tout. C'est que des blagounettes et c'est pas bien, c'est pas bien, je trouve. Voilà, donc grosse déception. Hein. Vraiment, là, j'étais deg. Mais bon, c'est à dit. J'enchaîne avec Netflix, la mini-série El Jardinero, je crois, que j'ai trouvé sympa. J'ai tout regardé sans déplaisir, donc pas trouvé ça extraordinaire non plus. C'est bien, en fait, vraiment, c'est bien, mais
c'est pas fabuleux, quoi. La fin est pas foirée, donc bon. C'est quand même peut-être une reco quand même. En gros, sans vous spoiler quoi que ce soit, c'est compliqué. Mais dans l'esprit, c'est assez... Enfin, au début, tu te dis que c'est un truc à la Dexter. Et finalement, non. Non, non. Voilà, l'histoire quand même, bon, allez, d'un gamin qui grandit, enfin qui grandit. C'est pas un gamin, c'est un jeune adulte qui vit seul avec sa mère. Et ils ont une pépinière, voilà, qui semble vivoter. Mais ils sont émigrés, ils voudraient retourner au pays, enfin surtout la mère en fait, hein, acheter une immense villa dont elle rêve depuis toujours. Et pour amasser suffisamment d'argent pour réaliser ce rêve et partir avec son fils. Je précise qu'on n'est vraiment pas très loin du rapport, comment dire, disons que l'amour de la mère pour son fils est peut poser des questions, quoi. Et il est atteint d'un mal qui fait que voilà, il n'a plus vraiment de sentiments, enfin ses sentiments sont très atténués et on va découvrir pourquoi dans la mini-série, mais je ne vous dévoile rien. Donc voilà, pas trop d'empathie pour autrui, pas trop de sentiments, tout simplement. Et elle va se servir de ça pour le faire accomplir, lui faire accomplir, pardon, des tâches, voilà. Je parlais de Dexter, vous voyez un petit peu le truc. Bref, évidemment, rien ne va se passer comme prévu. Voilà, l'amour, tout ça, vous verrez si vous lui donnez sa chance. En tout cas, sincèrement, c'est sympa, voilà. Rien de plus à dire. Immense coup de cœur là par contre. Immense coup de cœur sur la nouvelle série sur Apple TV. En français, je l'ai noté, Vrais voisins, faux amis, avec John Hamm. Alors vous savez que Mad Men, c'est une de mes séries préférées au monde ever. Ça tient évidemment en grande partie, pas que, hein, mais en grande partie à la performance incroyable dans cette série de l'acteur John Hamm que j'adore du coup. Et là, le retrouver en tête d'affiche d'une nouvelle série aussi bien écrite, c'est exactement le bon équilibre qui manque souvent quand j'en parle, par exemple, entre une forme d'humour noir mais parfaitement maîtrisé et des intrigues. Enfin, là, on assiste vraiment à une forme de, pour l'instant, hein, j'allais dire de déchéance. Non, c'est pas de déchéance, mais une glissade, on va dire, morale. C'est tellement fabuleux. Un épisode par semaine, hein, comme toujours chez Apple TV. Du coup, j'en ai vu 3. Les 3, c'est 3 chefs-d'œuvre. Enfin, vraiment, je n'ai aucun reproche à faire pour le moment. Énormément de points forts. Un générique d'une beauté. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas été époustouflé par la beauté d'un générique. Et là, le générique de cette série, les gars, mais c'est de la folie. Et c'est dommage parce que par contre, la chanson, je la trouve mais horrible. Quand je regarde le générique, il faut juste que je coupe le son, quoi. L'histoire d'un type très aisé, qui travaille dans la finance, qui va donc tout d'un coup perdre son job et se mettre à voler, en gros. Enfin, ça, je peux quand même le dire. Il faut faut vraiment voir pour capter l'intérêt du truc qui est principalement, alors les acteurs, hein, tous fabuleux, mais le ton, mais c'est tellement parfait. J'ai adoré. Pour l'instant, immense coup de cœur. Qu'est-ce que je veux d'autre? Un petit film, Bloodstar. Vraiment tout petit film. Je sais plus c'est quoi le budget, mais c'est microscopique. Très classique, qui est pour moi, j'ai l'impression, vraiment une forme d'hommage, enfin une lettre d'amour à certains films entre le survival et le road movie, mais vraiment comme on faisait dans les années 90. Donc avec flic pourri, teigneux, qui s'acharne sur une nana qui est de passage en ville, mais la ville, il faut voir, c'est le trou du cul du monde. Donc voilà, on va suivre une nana et elle va se prendre le shérif sur le dos et ça va dégénérer. Et j'ai beaucoup aimé. Très belle surprise, Bloodstar, je vous le recommande totalement. C'est, j'allais dire bête et méchant, mais alors oui, mais pas bête. Par contre, c'est très méchant. L'acteur qui joue le shérif d'ailleurs est fabuleux. Je ne le connaissais pas. Il y a vraiment un ton sale gosse, mais bien maîtrisé. J'ai trouvé ça nickel. C'est vraiment pas prétentieux, hein. Voilà, je vous le dis quand même direct, c'est un petit film et tout, quoi. Mais l'objectif est
plus qu'atteint, quoi. C'est un vrai régal. C'est visuellement extrêmement beau, je précise, parce que la photo est sublime. Alors c'est dans des lieux incroyables, hein. Donc, voilà, beaucoup de plans au drone, mais vraiment à couper le souffle. Et même, il y a plusieurs scènes que je peux pas spoiler. Voilà, ça vire quand même. C'est par moments assez dur. Où je me disais, mais c'est extrêmement beau visuellement. Donc voilà, le petit coup de cœur de ce JDV. Puis avec ah ouais, un autre coup de gueule, La femme dans le jardin. La dernière bouse, le dernier étron de Blumhouse, qui est vraiment décidément le studio de la médiocrité. Et c'est de la merde. Ça commençait pas trop mal. Deux gamins avec leur mère dans une baraque qui tout d'un coup vont voir apparaître une femme avec un voile noir, la façon veuve éplorée, assise à quelques dizaines de mètres de leur baraque, immobile, fixe, quoi, face à eux. Donc, alors, un truc que j'ai bien aimé, c'est que c'est en plein jour, vraiment sous le soleil et tout. Donc, sachant qu'évidemment c'est un film d'horreur, là, ça commence. Moi, je trouvais ça bien. Je me suis dit, putain, j'aime bien. Mais malheureusement, au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, j'ai l'impression, déjà on découvre le visage de la meuf et c'est ultra déceptif, je dis franchement. Je dis pas pourquoi, parce que si jamais vous voulez quand même le tenter, je vous laisserai la surprise. Mais voilà, moi j'étais déçu de voir sa gueule parce que bah, du coup déjà premier mystère qui tombe et ensuite quand j'ai vu la gueule, je dis ah. Bon, ok. Et ensuite, ça part vraiment dans le grand guignol, quoi. C'est grand guignolesque. Vraiment, c'est pas bien. C'est ultra cliché. Mais alors, je me demande vraiment. Alors après, Blumhouse, quoi. Mais les mecs torchent des scénars. Il n'y a aucun effort. Et il n'y a aucun problème, visiblement. Ah, je ne sais pas. Donc voilà. Donc une fois de plus, ça commençait bien. Il y avait vraiment le matériau de base pour faire un truc terrifiant. Moi, je m'étais dit. Ça pourrait partir dans telle direction, je me faisais des films déjà, quoi. Et rien de tout ça, et tout l'inverse même, en fait, ça tout dégonfle, en fait, parce que c'est des gros cris, des grosses scènes avec des effets spéciaux pas toujours heureux, quoi. Et une intrigue, enfin, c'est nul, mais nul. Voilà, on peut continuer gaiement avec, ah ouais, un docu que j'ai beaucoup aimé sur Netflix de Diamond Heist, l'histoire vraie de ce braquage, ce vol, mais qui a eu lieu, donc c'était en Angleterre, comment s'appelle ce dôme qui a été construit, enfin bref, et qui abritait le plus gros diamant de tous les temps du monde, à valeur 300 millions de livres. C'est beaucoup, c'est beaucoup. Et on va revivre avec les... Et ça c'est trop bien fait, quoi. On va à la fois revivre toute l'histoire à travers les voleurs, donc qui préparent le coup, enfin, c'est dingue. On se croirait un peu dans... c'est vraiment dans le film d'espionnage avec voilà, les cambrioleurs et tout, quoi. Ocean Eleven, quoi. Je crois que c'est sur le deuxième épisode, on va suivre la même trame, en fait, mais du point de vue du FBI et de la police. C'est génial. Et ouais, c'est ça, il n'y a que 3 épisodes. Et le troisième épisode, c'est la fusion des deux, le vol et enfin le jour J, quoi. Et voilà, conclusion, tout ça, témoignage a posteriori, avec une ou deux révélations complètement dingues. J'ai adoré. Grosse reco, les amis, de Diamond Heist. Je sais plus le braquage, je sais pas quoi, je me souviens plus comment ils l'ont sous-titré. Mais bon, c'est sur Netflix, ça vient de sortir, vous aurez pas de mal à le trouver. Et j'en voulais déjà en parler la dernière fois en JDV, mais j'ai oublié parce que je suis un professionnel. Le film Jungle de 2017 que quelqu'un m'avait recommandé, je ne sais plus qui c'est, mais voilà, un abonné m'en a parlé il y a un petit moment, hein. Et je l'avais noté, moi, quand je vous dis, je fais des listes, je note et tout, mais parfois, voilà, je regarde plus tard, quoi. Et là, un soir, je l'avais trouvé, donc je l'ai pris, et je l'ai visionné, j'ai trouvé ce film génial, et j'étais super étonné de ne pas en avoir entendu parler à l'époque, hein, 2017, ni depuis, d'ailleurs. Franchement, même sur YouTube, tout ça, j'ai jamais entendu parler lors d'un live ou autre, quoi, de ce film. Et je vous le recommande carrément avec Daniel Radcliffe, qui est pourtant vraiment un acteur que je n'adore pas, hein.
voilà, je suis pas très fan, quoi. Et là, mais il m'a bluffé, quoi. Donc c'est une histoire vraie. Et là, alors là, on est dans le, je parlais tout à l'heure un peu de Bloodstar qui est en mode un peu survival, mais c'est pas vraiment survival, c'est plutôt chat et la souris, quoi. Ça rappelle aussi un peu Duel, mais vous voyez le genre de film. Là, Jungle, c'est du survival pur et dur, et alors vraiment, ça va très très loin. Je ne connaissais pas donc la véritable mésaventure de ce mec dont il est question, mais waouh, non mais vraiment. C'est incroyable. Grosse claque, je suis resté scotché, quoi, vraiment, à me demander, quand est-ce que ça va s'arrêter, ce cauchemar. C'est super malin, et lui, vraiment, il offre une performance, alors, dans le jeu et physique, vraiment dingue, hein. Donc, voilà, n'hésitez pas à me dire, si vous faites partie des rares personnes qui ont vu ce film, parce que honnêtement, j'en ai jamais parlé, ce que vous en avez pensé, Jungle. Et j'enchaîne avec les questions. C'est quoi ce logo de ta chaîne qui est apparu derrière toi? Peux-tu nous le montrer? Oui, je l'avais pas montré la dernière fois, mais normalement je crois que j'ai à nouveau du flou. Voilà, c'est la magie de ma webcam. C'est un logo 3D que voilà, que je me suis fait faire et il est absolument magnifique. J'avais peur que les petites lettres là en bas ça le fasse pas, et en fait ça l'a carrément fait, y a aucun souci. Donc je trouvais que ce serait marrant d'avoir ça dans le décor. Donc voilà ce que c'était. As-tu finalement pu mettre la main sur le maxi 45 tours de Polnareff édition ultra limitée que tu ne trouvais pas au Disquaire Day? Moi oui, mais ça a été très dur de le trouver. Ouais, alors oui, j'ai eu beaucoup de chance d'ailleurs, hein, parce que donc j'avais fait les 3 disquaires indépendants au Mans, parce que vous savez que moi j'habite à côté du Mans. Et bon, j'étais moyennement optimiste, hein, on va pas se mentir, mais aucun des 3 ne l'avait même commandé. Voilà. Donc voilà, pile de merde, je plaisante. Mais j'étais déçu. Et je pensais, parce que j'avais un ou deux potes à Paris, et en fait je pensais que bon. Et en fait, à Paris, chez les disques indépendants, ils se sont fait dévaliser, et la demande a été plus forte que ce que... Voilà, je ne sais pas pourquoi, mais comme en plus il s'agit d'une chanson où même au sein des fans de Polnareff, il y a ceux qui détestent et il y a ceux qui adorent, mais il y a ceux qui détestent quand même. Je me suis dit, personne va se jeter dessus, enfin c'est pas un truc qui va partir. Et aussi, si, carrément. Et voilà, et grâce à un abonné, vraiment comme quoi, qui a vu mes commentaires dépités sur Twitter et Facebook, je l'ai récupéré. Donc je suis trop heureux. Il est super beau en plus. Le disque, le rouge du truc, c'est, je sais pas si à l'écran ça va le faire, mais c'est rouge Ferrari, quoi. Il est absolument somptueux. Donc j'étais super content, et voilà, merci, hein, vous êtes vraiment, j'étais super touché, parce qu'il y a même des gens qui m'ont dit mince, je crois que je l'ai vu, attends, je retourne voir, non merde, ça y est, il y en a plus. Enfin, bon, hyper gentil, bref. Et voilà. Et finalement, voilà, c'était un disquaire, en fait ils en avaient reçu 10 apparemment, et il leur en restait plus qu'un. Et donc on me l'a mis de côté, tellement sympa. As-tu tes places pour Marilyn Manson? Oui, j'ai mes places pour Marilyn Manson, tout à fait. Ah oui, alors ouais, je vais glisser un petit mot d'ailleurs. J'ai beaucoup aimé la reprise qui vient de sortir de In the Air Tonight de Phil Collins, hein. Je rappelle que moi je fais partie des gens qui saluent le génie de Phil Collins, hein, voilà. Donc je ne suis pas du tout surpris d'ailleurs que Marilyn Manson soit fan de Phil Collins, et je trouve que sa version est absolument parfaite, d'autant qu'il se l'est tellement approprié, c'est ce qu'il fait toujours, hein. J'aime pas trop les reprises, je le dis régulièrement, donc quand un artiste fait une reprise, bof quoi, pour moi, sauf Marilyn Manson, parce que Marilyn Manson, à chaque fois je sais qu'il va en faire un truc de dingue, et là ça a pas raté, et le refrain notamment, il a changé la mélodie de chant, fabuleux, enfin bref. As-tu eu le temps de terminer Le privilège de la subversion de Adrien Durand sur l'univers de Bret Easton Ellis? Et est-ce qu'au final, la lecture t'a plu? J'ai adoré ce petit livre, je l'ai dévoré hein, en une journée, hein, donc ça fait longtemps que je l'ai terminé, mais j'avais dû oublier de vous en parler, enfin de vous en reparler. Et très belle surprise,
C'est un travail absolument excellent et j'ai beaucoup aimé. Il y a deux trois spécificités de cet essai quoi, qui sont super intéressantes et totalement en cohérence avec le sujet. Notamment le fait que par exemple, c'est vrai que pendant tout le livre, l'auteur Adrien Durand essaye de mettre Bret Easton Ellis dans une case, mais comment dire, au fruit de réflexions ultra pertinentes et de questions, et il relève des éléments, il dit se pourrait-il donc que on puisse dire, etc. Et à chaque fois, il se casse les dents. À chaque fois, non. Parce qu'il y a une contradiction, parce que... Et à la fin, en fait, on réalise avec lui que Bret Easton Ellis, effectivement, c'est un emmerdeur. Dans le sens où il jongle, en fait, entre les cases, mais il est dur à classifier quoi, et je trouve ça très intéressant. Et puis voilà, enfin l'essai est remarquable sur plein de sujets. Voilà, c'est entre la biographie et l'essai, hein, parce que vraiment on apprend. Moi, j'ai pas appris énormément de choses du coup, mais ça fait toujours bien de se rafraîchir la mémoire et puis de voir aussi le regard de quelqu'un d'autre. Mais par exemple, quelqu'un qui connaîtrait très mal Bret Easton Ellis, c'est une super bonne entrée en matière. D'abord parce que c'est un livre très petit qui se lit très vite. Ça se lit vraiment comme un article de presse, quoi, sauf que c'est plus long, quoi. Et ça donne une bonne idée de son univers, voilà, des différences entre ses romans et de ses sujets de prédilection. Enfin voilà. Je te conseille Wonderland avec le regretté Val Kilmer, histoire vraie sur un fait divers impliquant John Holmes, acteur X. Figure-toi que ça me fait trop plaisir. Je pense que tu es un abonné pas trop ancien, parce que j'adore ce film. C'est un de mes Val Kilmer préférés, mais genre un de mes 3 films avec Val Kilmer préférés. Et du coup, depuis que j'ai la chaîne, j'ai dû en parler 3-4 fois en vidéo. Et à l'époque où je faisais les Reco Express, d'ailleurs, il était sur ma liste de prochaines Reco Express. Mais comme là, enfin momentanément en tout cas, j'ai laissé tomber. Faute de temps, tout ça. Mais tu vois, j'ai même le DVD collector qui est absolument extraordinaire et que je vous conseille. Hein. Je suis sûr que c'est un truc qui se trouve pour 5 € sur Vinted ou j'en sais rien. Mais où là, vous allez voir la flop. Enfin, c'est carrément, il y a un deuxième CD en fait. Hein. Et les bonus, mais j'ai rarement vu ça quoi. Donc vous avez mais 1 milliard de trucs, c'est dingue. C'est dingue et ça complète très bien le film du coup. Ce film-là, c'est une reco énorme. Hein. Vraiment, je l'adore. Et Val Kilmer, il est incroyable. Pour moi, c'est vraiment une de ses plus belles performances, quoi. Avec Jim Morrison, des trucs comme ça. Actuellement, je suis dans ma période Hitchcock. Je découvre, revois ses films. Et toi, Alex, que penses-tu des œuvres d'Alfred Hitchcock? Je les adore. Je me fais régulièrement, ouais, tous les 5 ans, je me refais tous les Hitchcock. Quasiment. Il y en a peut-être un ou deux où je suis pas trop fan et que je regarde pas. Mais sinon, c'est un réal que je vénère, même complètement. Mon préféré, alors bon, Hitchcock, j'ai plusieurs préférés évidemment, mais La Corde. La Corde, oh là là, mais quel chef-d'œuvre! Sans doute un de ceux que j'ai vu le plus de fois dans ma vie. Il y a aussi dans mes préférés, bon alors Psychose évidemment, mais peut-être moins cité par les fans, mais Qui a tué Harry? J'adore ce film, mais Qui a tué Harry? Mais il y en a beaucoup, hein, voilà, il y en a beaucoup d'autres. As-tu vu Longlegs? Ok, je m'ai filé la pétoche, il est terrifiant dedans, surtout la scène d'ouverture du film. Ouais, je l'avais vu, j'en avais parlé à l'époque, donc voilà. Mais alors, c'est drôle parce que j'avais pas mal de gens autour de moi qui avaient vraiment détesté le film, trouvé prétentieux, foiré, et j'avais eu leur retour avant que moi je puisse le voir. Donc en plus, je l'ai lancé en mode j'ai peur. Et au final, je trouvais ça vachement bien. J'étais vraiment étonné. Et la performance de Cage, waouh! Mais moi aussi, il m'a carrément filé la pétoche. Je l'ai trouvé fabuleux. Enfin, toutes les scènes en fait où il apparaît, il est incroyable. Et la toute fin, que je peux pas spoiler, mais tous ceux qui ont vu Longlegs, normalement vous vous en souvenez. Donc avec Cage, waouh! Là, j'étais conquis quoi. Je me suis dit, mais merde, waouh, c'est incroyable. Donc j'ai adoré le final. Pour moi, ouais, super film, ambiance glauque, dégueu, je trouvais ça excellent. Aimes-tu comme moi le jeu de guitare de Cissy DeVille? Même Clapton disait que tout le monde ne pouvait pas jouer comme lui. C'est marrant que tu me parles de ça parce que il y a pas très longtemps, je rappelais que
lors d'une discussion, je rappelais que effectivement Eric Clapton, alors je sais pas si c'est, je crois pas qu'il citait Cécile DeVille dans l'interview à laquelle je fais référence, mais il y avait eu, c'était en plein âge d'or du glam metal, air metal, tout ça. Un journaliste lui avait dit, quand même, vous êtes un des plus grands guitaristes de tous les temps, et ça vous fait pas mal au cœur, quoi, de voir tous ces jeunes crétins qui mettent tout dans le look, et qui savent pas jouer, enfin qui jouent comme des brels et qui vendent des millions d'albums, etc. Et Eric Clapton avait dit, alors que lui, à titre personnel, il n'était pas forcément fan de métal, de air metal et des trucs comme ça, mais que quelqu'un qui était fan, en fait, lui avait fait écouter et que du coup, il s'était plongé dedans par curiosité, etc. Et où il en était arrivé à la conclusion que les guitaristes de glam metal, par exemple, tout ça, étaient infiniment plus doués que la plupart des guitaristes de très grands groupes, hein. Je trouvais ça excellent. Parce qu'il disait ouais, moi aussi c'est ce que je pensais, ouais, des petits branleurs avec les collants moule bite et le maquillage, tout ça. Et en fait, c'est des tueurs, en fait. C'est des tueurs à la guitare. Et je trouvais ça génial. Et effectivement, bah, Cécile DeVille, enfin, pour moi, c'est un des meilleurs guitaristes de ce mouvement, avec Warren DeMartini, qui est le guitariste de Rat, et enfin, il y en a quelques-uns comme ça. On peut parler aussi de George Lynch, de Dokken, tout ça, bref. Cécile DeVille, en plus, c'est un jeu vraiment particulier. Alors, ouais, c'est plus qu'aimé, hein. Moi, j'adore le jeu de guitare de Cécile DeVille, et il est tellement propre à Poison, en plus. Il y avait une interview de Bret Michaels il y a 15 jours, de plus d'une heure, absolument géniale, chez, merde, le mec de Jackass, là. Comment il s'appelle? Steve O, je crois. Où il rappelle que ils ont failli avoir Slash, hein, normalement, comme guitariste au sein de Poison, et que finalement c'est Cécile DeVille qui a rejoint le groupe, et il dit que même si il adore Slash et que c'est resté un pote voilà, toute leur carrière, il a trouvé sa place chez Guns, et son jeu était vraiment adapté à ça, et que au sein de Poison ça aurait pas été ça aurait pas forcément fait, quoi. Donc voilà. Est-ce que tu connais les deux films de Guillermo Morales, El Habitante Incierto de 2004, avec des gens qui vivent dans votre maison à votre insu et en votre présence, ainsi que le suivant, Los Ojos de Julia, Les Yeux de Julia 2010, produit par Del Toro, un thriller à la Dario Argento incroyable. Alors, je vais te remercier infiniment parce que quand j'ai eu ta question, je me suis dit, Les Yeux de Julia, je l'ai vu. J'ai beaucoup aimé, mais El Habitante Incierto, je ne connais pas l'existence de ce film. Et d'ailleurs, j'étais du coup, donc je l'ai cherché, je l'ai trouvé, ça a été un petit peu dur, hein, à foutre la main dessus, et j'ai fini par le trouver, en VO d'ailleurs, sous-titré, je crois que j'ai trouvé en VO, c'est en espagnol sous-titré anglais, un truc comme ça, je ne sais plus, bref, j'ai adoré. Oh putain, j'ai passé un super moment devant, je trouvais ça trop bien. Et l'acteur est génial qui interprète le personnage central. La fin est terrible. Et surtout, bah, effectivement, on est à fond dans ce que tu dis. Donc, c'est l'histoire. Enfin, j'ai quand même envie de donner le pitch du tout début pour vous donner envie, parce que c'est tellement génial. Enfin, donc, un type qui est fraîchement séparé de sa chérie, qui a quitté la maison, donc qui se retrouve tout seul dans leur grande baraque. Vraiment grande, hein, reçoit un soir la visite d'un type qui lui demande s'il peut emprunter son téléphone. Et il lui demande de le laisser seul, voilà, pour passer son coup de fil, tu vois, dans le salon, 2 minutes. Tu vois. Et l'autre, bien sûr, dit oui, il se barre dans une autre pièce, et très rapidement, hein, au bout de quelques secondes, en fait, il attend d'entendre l'autre parler. Mais l'autre parle pas. Donc il revient, et le mec a disparu. Sachant que on n'a pas entendu la porte s'ouvrir, enfin visiblement il n'est pas sorti de la maison. Qu'est-ce qui s'est passé? Où est-il déjà? Et que veut-il? Enfin, c'est quoi ce truc? Donc une paranoïa va se développer sur où est passé cet homme. Est-il dans ma maison? C'est génial, génial, génial. Et ça va prendre une tournure à mi-chemin que tu peux pas deviner si t'as pas, enfin si tu t'es pas fait spoiler. Tu peux pas du tout pressentir le revirement de dingue qui va se produire à mi-film, et où le film devient autre chose. Et là, tu regardes ça et... Oh, vraiment, mais merci tellement, parce que je ne serais jamais tombé dessus, parce que, pareil, j'entends jamais parler. En fait, j'ai vu le film, et je me disais, c'est dingue qu'il n'y ait pas eu de remake américain, un truc comme ça.
Parce que 2004, le film, il a plus de 20 ans. Voilà. Une petite perle, hein, celui-là. Mais alors, vraiment, merci infiniment, une fois de plus. Je ne sais pas si on t'avait déjà posé la question, mais que penses-tu d'Iggy Pop avant et maintenant? Car j'ai vu des extraits de concerts qu'il a fait actuellement et j'ai été très choqué, à la fois impressionné. Il doit avoir de très gros problèmes de dos. Je n'ai pas vu d'image d'Iggy Pop sur scène depuis des années. En fait, je vais aller voir du coup, mais j'ai peur d'avance. Je pense que ça va me faire mal au cœur. Après, mais quel âge a cet homme? Je ne sais plus. Et puis alors, vu comment il dansait du temps où ça allait bien, c'est-à-dire vraiment comme un espèce de lézard, serpent, tout ça, je pense que sa colonne vertébrale a dû prendre très cher, au fil des ans, je veux dire. Bref, donc ça fait un peu de la peine. Iggy Pop, j'aime beaucoup, sachant que je déteste les Stooges. Voilà. Donc c'est vraiment la carrière solo d'Iggy Pop que je trouve géniale. Là, il y a beaucoup d'albums que j'adore, même des albums qui sont impopulaires. Instinct, par exemple. J'adore cet album, qui est une immense déclaration d'amour à Billy Idol, hein, mais alors même dans les arrangements, le chant, enfin, même Blablabla, j'aimais beaucoup, beaucoup. American César, pour moi, c'est le chef-d'œuvre de Iggy Pop. Quelle tuerie! Enfin voilà. Après, ça fait quand même très longtemps que je n'ai plus de coup de cœur, parce il s'est calmé d'abord, je trouve. Et puis il a fait des trucs que j'ai vraiment pas aimé du tout, même, voilà. Mais les albums dont je viens de parler, je les adore. Voilà, c'est vraiment plus qu'aimer, hein, je les adore. Ton avis sur Lacrima et le clip de Ghost? Lacrima, je suis déçu. Je trouve qu'on est vraiment dans la redite des stéréotypes de Ghost, quoi, qu'on a déjà entendu un milliard de fois, y compris dans les codes d'accords à la Ghost, et qu'il n'y a pas de prise de risque, et surtout, je ne trouve pas ça très inspiré. Et j'aime pas le refrain, carrément. Donc, je suis déçu. Tu vois, je l'ai écouté 2 fois et je suis plus retourné du tout. Donc, sachant que, bon, le premier, la première, là, Satanized, avec le recul, bon, c'est bien, mais c'est pas... Enfin, en fait, je suis un peu inquiet parce que j'ai l'impression que... Enfin, c'est pas une impression. Pour moi, les 2 premiers singles qu'on a eu là, c'est du niveau de phase B de Préquel. Préquel qui est déjà l'album que j'aime le moins, de Ghost. Donc j'ai très peur. Voilà, alors j'ai très peur pour moi, hein, parce que je vois les retours des fans, ils sont hystériques. Les premières critiques de l'album qui sort vendredi prochain, elles sont dithyrambiques, donc voilà. Je suis pas inquiet, enfin le truc, tout le monde va dire que c'est un chef-d'œuvre, voilà. Moi, à titre personnel, je redoute l'album que j'aime le moins. Enfin, je redoute que ça devienne mon album que j'aime le moins de Ghost, parce que vraiment... Les moments où c'est sympa, j'ai déjà entendu ça, mais 1000 fois mieux sur les albums précédents de Ghost. Là où il était tellement fort, c'est-à-dire les refrains, bah non, je trouve pas ça très bien, quoi, en fait. Et alors là, le refrain de Lacrima, vraiment, vraiment foutage de gueule, je trouve. Tellement c'est... Non, non. Mais bon, ce n'est que mon opinion. On verra vendredi. Vendredi, grosse journée pour moi, ça m'est pas arrivé depuis genre 20 ans. J'ai 3 albums que j'attends fébrilement qui sortent le même jour, complètement dingue. Le nouveau Ghost, le nouveau Paul Naref et le nouveau Billy Idol. Tout ça, c'est le 25. Incroyable. Ça va être une journée riche en émotions. Et riche en surprises peut-être, parce que, tu vois, d'instinct, j'aurais dit, bah, l'album que je vais préférer des 3, ça va être le Ghost. C'est évident. Et là, je commence à me demander si ça va pas être celui que je vais le moins aimer des 3, quoi. On verra bien. As-tu déjà vu la série Shameless ou The Bear sur Disney? Non, du tout, j'ai noté, mais j'en ai même pas entendu parler. Donc je vais aller voir ce que c'est déjà. Et puis peut-être du coup essayer. Est-ce que tu continues à regarder la série Doctif? Grosse tension dans l'épisode 6 de la saison 1. Non, j'ai arrêté, j'en ai marre d'attendre chaque semaine. Donc j'ai fait ça aussi sur la série avec Quaid, là. J'ai oublié le nom. Mais les séries, une fois par semaine, il y en a que je fais. Et puis il y en a où ça m'arrive de temps en temps, hein, où j'arrête de regarder et je me dis, je me binge-watcherai tout ça d'affilée quand il y aura tout en ligne. Alors le risque, c'est de te faire spoiler comme un con. Donc déjà, je te remercie de ne pas me spoiler sur ce qui se passe dans l'épisode 6. Connais-tu les séries britanniques Psychoville et Inside Number 9? Faut aimer les séries complètement barrées. Je ne connais pas du tout ces séries, sachant que les séries britanniques, je suis pas très fan d'habitude. Donc j'ai peur que barré à l'anglaise, c'est pas trop mon kiff normalement, mais je vais quand même regarder ce que c'est, quoi. En tout cas, non, connais-tu? Non. Est-ce que tu as été friand de la presse satirique du style Harakiri? Professeur Choron, Fluide Glacial, qui a fêté récemment ses 50 ans, l'écho des savanes. Un site de presse qui a connu son âge d'or dans les 70-80, c'est vrai.
mais a perdu de sa force d'attractivité des années 90. Penses-tu que ce genre de presse a besoin d'être revitalisé avec l'apparition de nouveaux titres en kiosque? Je n'ai jamais aimé Harakiri, Fluide Glacial, alors, l'écho des savanes, je le mets un petit peu à part parce que de mémoire, mais je peux me tromper, l'écho des savanes, il y avait beaucoup de BD, de trucs comme ça, c'était un peu plus, c'était moins pipi caca dégueu, quoi. Harakiri, c'était... Je voyais un Harakiri, j'ai dû en feuilleter plusieurs quand j'étais gamin. Je trouvais ça juste dégueu en fait. C'était pas mon humour, ça me faisait pas rire. Le côté irrévérencieux, parce que c'était pas que ça, Harakiri. Il y avait un côté aussi, pas Charlie Hebdo, mais enfin un côté rien à foutre de rien quoi. Enfin voilà, on ne respecte rien quoi. Mais bref, c'était pas mon truc du tout du tout. Et même le professeur Choron, je sais qu'on le voyait de temps en temps à la télé, il me faisait pas rire quoi, du tout, du tout. Fluide glacial, c'était peut-être un peu plus comics aussi ça, il me semble, mais je peux me tromper. Non, je ne connais, en tout cas non, je suis pas un lecteur, j'ai jamais été lecteur de ça. Et l'écho des savanes, je le mets un peu à part parce que je crois que mon père l'achetait. C'est pour ça que tu vois là, je me dis les deux premiers, je les connais, oui c'est connu, mais j'en ai jamais lu vraiment, feuilleté vraiment régulièrement. Non, c'est sûr que non. L'écho des savanes, je crois que si, il y en avait régulièrement à la maison parce que mon père les achetait, je pense, et que donc du coup je les feuilletais. Mais voilà, j'étais pas ultra fan. La presse, en fait, elle est dans un état tellement catatonique. Enfin, c'est l'agonie complète. Hein, mais même pour des magazines qu'on fait la loi dans les années. Enfin voilà, tu parles 70-80. Moi, j'ai appris l'autre jour par hasard que le magazine VSD existait encore. Pour moi, VSD, c'était mort en fin 90. Alors oui, si, c'est mort du coup, puisque plus personne n'entend parler, qu'ils ont aucun scoop, qu'il se passe rien, enfin qu'ils en vendent 4, enfin bref. Mais je savais pas que le magazine, factuellement, sortait toujours. Incroyable. Mais bon, c'est triste. Et puis, ouais, enfin, il y a tellement de titres de presse qui survivent mais perdent de l'argent. Enfin bref, les gens n'achètent plus de presse, même moi-même, hein. Moi, j'ai arrêté d'acheter Mad Movie. Je trouve que la nouvelle maquette, elle est ignoble, c'est ultra moche. Espèce de truc pavé au milieu. Oh non, c'est ignoble. Et à l'intérieur, les mises en page, enfin, c'est plus du tout attractif comme à l'époque. Mais il y a aussi un autre problème, c'est que Internet a pulvérisé la presse, quoi. Et ça va de la presse, genre Libé, tout ça, quoi, Le Monde, machin, à enfin, Le Monde peut-être moins, pas trop parce que c'est pas le même public. Mais et les magazines, alors là, les magazines c'est la catastrophe. Parce que les magazines n'ont plus de scoop déjà. Moi je me souviens quand j'ai acheté l'écran fantastique, il y avait genre les premières photos de, je sais pas, un film qu'on attendait, plus une interview du réal. C'était un événement énorme, c'était des scoops de ouf quoi. Et donc tous les fans de cinéma et de trucs comme ça se jetaient dessus. Aujourd'hui, mais non, aujourd'hui, tu as tout déjà lu sur les réseaux, tu as vu des extraits d'interviews, enfin, les photos, elles ont fuité depuis 1000 ans, enfin, et c'est triste, enfin, c'est triste. Il faut vivre avec son temps, mais pour la presse, c'est mort de chez mort, quoi. Et c'est cher, c'est devenu très cher aussi. Les magazines sont devenus hyper chers, quoi. Voilà. Parmi les groupes et artistes solos qui ont animé la scène musicale des années 80, est-ce qu'il y en a dont la longévité, pardon, t'a surpris avec le temps? Des noms que tu ne t'attendais pas à voir perdurer avec le temps? Oui, oui, oui. Alors, je vais pas parler de ceux qui sont morts et puis qui ont été reformés 30 ans plus tard par Nostalgie ou tout ça. Mais par exemple, des groupes ou artistes solos, mais qui ont animé la scène musicale des années 80 et qui ne sont pas tombés, hein, finalement, on pourrait dire. Il y en a quelques-uns où je suis très impressionné parce que j'aurais jamais misé dessus, quoi. Et notamment AA. Ça me semblait... Enfin, on m'aurait dit, c'est un groupe qui va remplir des salles, hein, vraiment des grosses salles. Hein. Jusque dans les années 2020, c'est complètement dingue. Non, j'aurais été sûr que non. Donc voilà, Duran Duran aussi, j'aurais pas parié là-dessus, tu vois. Il y a vraiment ces groupes qui avaient une image aussi très forte liée à leur beauté, leur jeunesse, tu vois ce que je veux dire. Voilà, on m'aurait dit les mecs de Duran Duran, les pin-up boys, quoi. À 60 piges passées, ils vont toujours, enfin ça va toujours le faire et tout, enfin... je trouve ça super étonnant, mais c'est génial. Après, je réfléchis, il y en a quand même pas mal qui sont tombés, enfin, qui n'ont pas perduré des masses. Mais là, pour moi, c'est deux exemples assez flagrants, où je suis certain qu'il y a peu de gens qui qui auraient misé sur eux, je veux dire, sur leur longévité, je veux dire, hein, vraiment, hein, parce que je fais exprès de choisir AA et Duran Duran parce que c'est des groupes qui vraiment sont toujours eu du succès en réalité quelque part. Bon, Duran Duran, ils ont eu un passage à vide assez difficile vers 2000
où là, ils étaient vraiment dans le fond du trou, on peut dire. Mais ça n'a pas duré très longtemps, donc voilà, c'est un petit passage à vide. Ils se sont assez vite relevés finalement. Et voilà, je suis sûr qu'il y en a d'autres, hein, mais là, c'est deux exemples qui me viennent en tête. Lorsque Dire Straits avait cartonné avec l'album Brothers in Arms en 85, il y a eu une hype hallucinante autour de ce disque à l'époque. Je me souviens qu'au collège, ça causait beaucoup de Dire Straits. Est-ce que tu avais été toi aussi marqué par cette Dire Straits mania? Moi, pas du tout. Pour moi, Dire Straits, c'était un groupe de vieux. Je ne sais pas pourquoi, alors que factuellement, ils ne l'étaient pas. Et en 85, Brothers in Arms, on l'entendait partout, effectivement. C'était hallucinant. Mon père avait l'album. Mon père aimait beaucoup Dire Straits. Il avait donc l'album qui passait souvent. Moi, j'aimais pas. Je trouvais que c'était pépère papy. Enfin, il y avait aussi le truc de Money for Nothing qui était matraqué. Enfin, c'était vraiment impressionnant, le triomphe planétaire. Aujourd'hui, avec le recul, même si j'ai jamais été fan et que je suis toujours pas fan, je me rends mieux compte quand même du génie, hein, vraiment, de mélodie, d'arrangement de ces années-là, de chez Dire Straits. Donc pour moi, ça n'a rien de surprenant, finalement, c'était totalement justifié et mérité, quoi. As-tu vu la série The Office? Non, je l'ai tenté. J'avais tenté la version anglaise et puis après on m'a dit que étonnamment c'était la version américaine qui était la meilleure. Du coup j'ai tenté la version américaine et j'ai pas accroché non plus des masses. Alors que c'est un... Enfin voilà quoi, t'aimes pas The Office, genre tu le crées pas sur les toits, tu te fais tout petit et voilà. Non, on m'a pas fait rire vraiment. En plus j'adore l'acteur, alors l'acteur de la version américaine. Mais non, j'ai pas accroché. Malheureusement pour moi. En musique, connais-tu, et si oui, que penses-tu de Porcelain and the Tramps? Je ne connais pas du tout, je l'ai noté pour aller écouter, mais je ne l'ai pas fait encore. Si tu as apprécié Possession, as-tu aimé et qu'as-tu pensé de Répulsion avec Catherine Deneuve qui date de 65 et qui sans aller jusqu'à Possession s'en rapproche beaucoup, c'est tout à fait juste ce que tu dis. J'aime au moins autant Répulsion que Possession. Et Deneuve, elle est incroyable. C'est deux super films pour moi. Très bon parallèle, effectivement. Connais-tu le film d'horreur italien Monster Dog, sorti en 86 avec au casting certains Alice Cooper? C'est drôle parce que j'ai reçu cette question sur le même film il y a 2 ans, un truc comme ça. C'est ignoble. C'est ignoble. C'est rigolo, mais c'est ignoble. Bon, Alice Cooper au cinéma, ouais. Mais c'est marrant quand même. Où en es-tu avec Nanny Schnels? Est-ce que tu écoutes toujours? Es-tu en attente d'un nouvel album? Prévois-tu d'aller voir Nanny Schnels cette année ou Marilyn Manson? Bah, Marilyn Manson, je vous ai dit, j'ai mes places. Tu attends encore quelque chose de la prestation scénique? Fan depuis des années, j'ai pris mes places pour la première fois cette année. J'ai peur d'être déçu, étant donné ce que tu disais. Ah, dans ton live spécial Nanny Schnels, c'était avec Captain Crochet, je crois, Captain Hook, où tu parlais de traîne sur scène avant et maintenant. Alors, où j'en suis avec Nanny Schnels, j'écoute plus du tout. Je le dis honnêtement, hein, ça fait des années que j'écoute plus. C'est marrant, hein, alors que j'écoute beaucoup plus Manson depuis des années, enfin ces dernières années, que Reznor. Voilà, je sais pas, c'est aussi une question de mood. Hein, c'est pas que j'aime plus, hein, c'est que pas forcément le feeling, tout ça. En attente d'un nouvel album, ouais, quand même. Ouais. Je suis quand même curieux, quoi. Celui-ci, je suis un peu curieux parce qu'en fait, tout simplement parce que il m'a un peu étonné avec sa BO de Challenger, là, Challengers. Plus quoi là, le film que j'avais trouvé complètement pourri, mais où la BO était vraiment intéressante, très poppy, et où à la fin du film d'ailleurs il y avait un inédit de signé Nanny Schnels, et qui était vraiment très très pop. Ça m'avait même rappelé les bootlegs, là, enfin les inédits de période Pretty Hate Machine, Maybe Just Once, et l'autre, j'ai oublié le nom de l'autre qu'il y a. Bref, et qui sont très pop. Moi j'aime beaucoup du coup. Donc là je suis un peu dans l'espoir d'un album un peu électropop, d'un retour à des mélodies un peu plus fortes, tout ça. Enfin, on verra, hein. Mais voilà. Ah, par contre, sur scène, non, ça m'intéresse plus du tout. Il est cramponné à son micro comme ça et il ne bouge plus. Non, vraiment sur scène, ça ne m'intéresse pas. Maintenant, si je l'avais jamais vu, j'irais. Hein. Enfin, t'as raison d'y aller, je veux dire. C'est forcément très bien parce que je pense que Nanny Schnels sur scène, c'est très bien. Maintenant, visuellement, pour moi, je trouve que ça n'a aucun intérêt. Ils font aucun effort scénique. Enfin, c'est-à-dire que c'est pas Rammstein, quoi. Il n'y a pas de spectacle, c'est pas un show, enfin ni Ghost ni quoi que ce soit. Donc voilà, c'est vraiment juste, on est plus proche de Cure, quoi, je veux dire. Et moi, je l'ai vu tellement de fois à l'époque où il était jeune. Il rampait par terre, il renversait tout. Enfin, c'était un fou furieux. C'était génial. Mais voilà, le temps passe, il va pas faire. C'est normal qu'il ait changé, je veux dire. Je veux pas.
Mais du coup, ça, ouais, je suis moins sensible à ça, quoi, parce qu'il y a un énorme fossé. Quand on regarde Nine Inch Nails à Lollapalooza, ou même les tournées où moi j'étais, d'Downward Spiral ou Broken, c'est le jour et la nuit. Le Trent Reznor, ce n'est plus du tout le même. Voilà. Alors que, à contrario, Marilyn Manson, de ce que je vois sur YouTube de cette tournée actuelle, c'est hallucinant. La métamorphose physique déjà, alors on sait pourquoi, hein, mais il a retrouvé une forme qu'il n'avait pas depuis plus de 20 ans. Donc là, c'est vrai que moi, ça me fait trop chaud au cœur, quoi, parce que là, je vois Manson au top du top à nouveau, quoi, c'est complètement dingue. Et là, on retrouve Manson, enfin, il n'y a pas de grosse différence du coup, avec les concerts des années 80, 90, trucs comme ça. Que penses-tu de Laura Branigan, pardon, et de son gros tube Self Control? J'adorais cette chanson, et j'adorais aussi le morceau de Laura Branigan que j'ai sur la BO de Ghostbusters d'ailleurs. Hot Night, je sais plus quoi. Je mettrai un sous-titre si je dis de la merde. J'adorais ces deux chansons, mais j'ai jamais acheté d'album bizarrement. Self Control, je l'avais en 45 tours, je crois, et l'autre, elle était sur la BO que j'avais de Ghostbusters. As-tu déjà lu l'autobiographie de Sardou, Je ne suis pas mort, je dors, qu'il a écrit en 2008? Oui, bien sûr. Oui, oui, tout à fait. Et j'avais lu aussi et qu'on n'en parle plus, ou je sais plus quoi, bah, elle est là, hein. De toute façon, j'ai tous mes bouquins de Sardou là. Il a donc fait deux autobiographies. Bon, celle dont tu parles, c'est vraiment un peu du foutage de gueule. Parce que ça fait 60 pages et c'est écrit en lettres énormes. Enfin, Michel, t'es pas trop foulé là. Mais c'est toujours très sympa. Enfin, moi, il me fait rire. En plus, il a un humour qui me fait marrer. Et j'aime quand même beaucoup. Donc oui, oui, je l'ai lu. Sardou qui écrit, je lis. Ça, c'est sûr. C'est comme Paul Naref d'ailleurs. Du coup, Alex, avais-tu regardé Outer Range sur Prime avec Josh Brolin, série fantastique western, et si oui, qu'en avais-tu pensé? Ouais, j'avais regardé, j'avais bien aimé de mémoire. Voilà, pas été un coup de foudre ultime, mais j'avais bien aimé. As-tu vu le film incroyable Enemy Mine de 85 de Wolfgang Petersen avec Dennis Quaid, un film de science-fiction dans le top 10 de tous les temps? Ouais, j'avais beaucoup aimé Enemy Mine, d'ailleurs, je sais plus avec qui j'en avais parlé, peut-être John Ali, mais il y a longtemps, hein, il y a 2 ans, 3 ans, dans des lives ou je sais plus quoi. Parce que c'est un film qui est pas connu comme il mériterait de l'être, je trouve. Et il me semble qu'à une époque, il y avait eu un projet de remake, genre il y a 1 an ou 2, mais c'était assez sérieux, quoi. Je sais pas si c'est tombé à l'eau ou si c'est toujours en chantier. Mais oui, Enemy Mine, très très chouette film. Voilà, c'est pas parfait quoi, mais putain, il y a une ambiance de dingue. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Sous ta capuche, il y a ta casquette, et sous ta casquette, c'est toi que l'on voit. Oui, c'est moi que l'on voit. D'ailleurs, moi, ce look me fait toujours autant marrer, donc voilà, hein. Mais cet été, ça va être compliqué, je pense. Bon, cet été, va falloir alléger un peu le look. Parce que quand il va faire 30 dans le bureau, le gilet et capuche, ça va être compliqué. As-tu été sensible au groupe du mouvement éphémère Trip Hop? Au-delà de Massive Attack, Portishead, Tricky, et il y a eu de très bons groupes comme How to Destroy Angels. How to Destroy Angels, c'était donc le projet parallèle pour ceux qui ne connaîtraient pas, fait par Reznor et son épouse. Antimatter, Netra et notamment en France, pardon, Ezekiel. Je n'ai jamais aimé le trip hop et tu vas tout de suite comprendre pourquoi. C'est un peu comme pour quand je disais que j'aime pas enfin certains styles de musique, c'est propre aux sonorités. Ce qui fait que c'est du trip hop, les codes quoi, je n'aime pas. Le son me déplaît, les cassures de rythme me déplaisent, je n'aime pas. Donc en fait, par exemple Massive Attack, j'avais écouté quand le groupe a percé quoi, et j'ai entendu que c'était excellent, mais j'ai pas aimé du tout. Voilà, j'ai dit ah ouais, c'est génial, mais j'aime pas. Moi non, c'est pas mon truc. Portishead, pareil. Il y a des chansons de Portishead, sincèrement, c'est des chefs-d'œuvre, mais je ne les aime pas du tout. J'aime aucune chanson de Portishead quoi. Tricky, pareil. Tricky, il y a peut-être une ou deux chansons que j'aime beaucoup. Et tentait des trucs de dingue et tout. Enfin, moi j'ai. Mais j'étais pas fan. J'ai acheté jamais aucun album. Le trip-hop, c'était pas du tout pour moi. Donc voilà. How to Destroy Angels, pour moi, trip-hop, je vois pourquoi tu le mets dans la liste, mais pour moi, c'est pas vraiment. Il y avait quand même un côté pop indus, quand même, vraiment présent, quoi, vraiment. Team Trekkie ou Fanboys? Fanboys. J'ai eu le temps de. Je réfléchis alors qu'en plus, franchement, Star Trek, j'ai réessayé il y a quelques années. Et non, j'y arrive pas du tout. Voilà. Alors que Star Wars, bref. Team Goonies ou Gremlins?
Oh, Gremlins, j'adore les Goonies, hein. Vraiment j'adore. En plus j'avais l'âge enfin, parfait pour voir ce film à l'époque de sa sortie. Voilà, enfin je sais pas, enfin Gremlins c'est un chef-d'œuvre. J'ai vu ce film, mais je sais même pas combien de fois dans ma vie. Rien que dans mon bureau, il y a 1 milliard de Gremlins en fait, de figurines. Oh putain, faut que je vous fasse la vidéo du tour de mon bureau. Bah, vous allez voir, le jour où je vais vous la faire, vous allez voir qu'il y a beaucoup de gremlins de toutes sortes. Et voilà, donc Gremlins a joué un rôle beaucoup plus, enfin m'a beaucoup plus impacté que Goonies, même si Goonies c'est vachement bien. Et c'était la dernière question sélectionnée pour ce JDV. Je vais m'arrêter là, j'espère que vous allez bien et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo.